Patrick Voyard, bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue sur le ring, Merci. Paris Retail Week 2019, porte de Merci. Versailles. Je vois que vous avez un stand magnifique. Oui, vous vous êtes installé juste en face de moi. Eh ben, écoutez, c'est une bonne nouvelle et je dirais que moi, c'est certainement pas le hasard. Vous êtes président du groupe Loxitech, qui se définit, comme vous l'avez dit juste avant, comme un prestataire logistique IT et relations clients. Ça fait beaucoup. Vous êtes surtout prestataire logistique, vous externalisez. Comment ça fonctionne? On est plus qu'un prestataire logistique, Franck, puisque le principe même de Loxitech, c'est de fédérer dans un même groupe 5 entreprises de logistique avec une SS2I informatique et un call center. Tout ça, ça travaille, c'est des structures qui travaillent en synergie et ça nous permet justement de proposer à nos clients des prestations qui sont à la fois informatique, logistique et relations clients avec toutes les synergies qui peuvent exister. Ça d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 sujets sont indissociables pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'un bon prestataire logistique n'est successful, ne réussit qu'à condition d'être excellent en IT et en relation client ou pas? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous, on ne sait pas travailler sans notre IT et sans notre call center. En tout cas, c'est l'option que vous avez prise pour créer le groupe Loxitech. Ça fait combien de temps que vous existez? La première structure a été créée en 2001 oui. Et maintenant, on est 130 collaborateurs, on fait 20 millions de chiffre d'affaires. On exploite 30 000 m² d'entrepôt, essentiellement en Ile-de-France, mais également sur l'île de la Réunion. Ah, parfait. Et combien de clients aujourd'hui? 180, 200, 180 clients facturés chaque mois? Oui, tout à fait. Sur l'ensemble, d'accord. Oui. Alors, à propos de clients, justement, alors là, on est là pour se dire les choses. Vous avez un scoop à nous raconter. Je crois que vous venez de re-signer un client et pas n'importe lequel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, on est très, très heureux parce que SFR nous a renouvelé sa confiance. Après 4 années sur toute sa logistique de box à destination des abonnés particuliers. Et là, SFR nous réinterrogeait, et pas seulement nous, bien évidemment, c'est le jeu, ils réinterrogeaient le marché sur l'ensemble des box, y compris celles qui partent en B2B à destination des... On peut le rappeler, SFR, un des premiers opérateurs de téléphonie mobile en France, deux cœurs d'activité, les box, et ADSL, fournisseurs d'accès Internet et les téléphones mobiles. Tout à fait. Vous êtes sur la partie box? Ah, pas seulement. Pas seulement, vous faites aussi les mobiles? Oui, on fait des... Alors, je rappelle qu'on a une filiale sur l'île de la Réunion où on gère toute la logistique d'SFR. D'accord. Donc, y compris, la Réunion, c'est presque 1 million d'habitants. Juste sur cet appel d'offres, ce que vous avez gagné. Alors, sur cet appel d'offres, c'est les box, l'ensemble des box. L'ensemble des box. Vous avez récupéré l'ensemble des box, vous avez gagné des parts de marché? Oui. D'accord, il y a eu une compétition avec 3 ou 2 autres compétiteurs. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré? C'est une consultation classique qui a duré 4 mois, je crois. Nous étions 4 ou 5 candidats, tous des spécialistes évidemment du marché de la logistique de téléphonie et de fournisseurs d'accès Internet. D'accord. Parce que c'est un de nos 3 cœurs d'activité de toute façon, donc on s'est retrouvés avec les confrères, les confrères qu'on a l'habitude de croiser. J'imagine, d'accord. Le travail a été acharné, vous êtes battu. D'après vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi vous et pas les autres? Ça, il faudrait que vous le demandiez à notre client, mais je crois que nos clients apprécient chez nous, j'allais dire une valeur ajoutée. Je dirais plutôt une valeur, plutôt qu'une valeur ajoutée, qui est dans notre culture et notre manière de travailler. C'est-à-dire que notre culture, c'est d'automatiser et de mécaniser au maximum les flux de produits et d'humaniser au maximum la relation client. D'accord. Humaniser, mécaniser, ça s'oppose pourtant, non? Non. Encore une fois, on mécanise le produit, le colis, et on humanise la relation client. Donc, ce sont des machines qui s'occupent des colis et ce sont des hommes qui s'occupent des hommes. Chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans un tableau Excel, ça s'exprime comment? Non, c'est pas dans un tableau. C'est indépendamment de ça. Comment ça s'exprime? Par exemple, nous assumons de gérer nos clients sur 5 entités logistiques à taille humaine plutôt que de tout fédérer sur une seule plateforme de 30 000 m² à taille humaine. Avec des critères qui sont... Nos clients ont tous un interlocuteur dédié et ils ont une équipe dédiée et les interfaces et les reportings qu'on met à disposition de nos clients vont être personnalisés par rapport à leur métier. D'accord. Donc, et c'est ce qui vous a permis d'avancer et d'emporter cet appel d'offres, notamment, j'imagine qu'on a d'autres critères, mais on ne va pas en parler maintenant. Vous êtes venu sur Paris Retail Week, vous êtes sur le secteur logistique. Comment ça se passe le salon depuis que vous êtes arrivé, donc depuis ce matin?
Comment ça se passe? Ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire très bien. Oui. On a un certain nombre de visiteurs, soit des personnes que nous avions invitées, soit des visiteurs que nous ne connaissons pas, impromptus. On a aussi rencontré certains de nos partenaires, fournisseurs, prestataires. Donc, transporteurs. Ça se passe très bien. En fait, ce salon, c'est l'occasion de renifler le marché, de sentir les évolutions. C'est plus dans la discussion et dans les échanges qu'on peut avoir qu'on en tire, nous, un certain nombre d'enseignements pour valider les options qu'on a prises pour notre avenir. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des prospects qui avaient des projets, bien sûr, oui. qui seraient éventuellement prêts à vous les confier, oui. ou à d'autres, parce que vous n'étiez pas seul dans le salon. Vous avez plusieurs de vos concurrents. Beaucoup manquent, mais les principaux et les meilleurs sont là. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. J'aimerais qu'on aborde ce sujet-là de l'externalisation logistique. Oui. Lorsqu'on est un pure player ou une enseigne et qu'on a un sujet logistique à vous confier, j'imagine que vous avez une approche commerciale avec lui. D'après vous, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi aujourd'hui les marques ou les enseignes ou les pure players recherchent à externaliser cette activité? Pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes? Alors d'abord, c'est pas vrai, ils ne recherchent pas tous à externaliser cette activité. Moi je connais un certain nombre de web marchands qui gèrent eux-mêmes leur logistique et ils le font particulièrement bien. Oui. J'ai envie de vous dire que chaque cas est un cas d'espèce. Moi je suis fasciné depuis que nous avons ouvert notre département de logistique e-commerce, qui est une de nos 3 activités, c'est pas encore la principale. Je suis fasciné par la diversité des situations sur lesquelles on peut tomber. J'ai envie de dire, chaque cas est un cas d'espèce. Ça, c'est le e-commerce qui fait ça, c'est quoi? C'est l'ADN du e-commerce. C'est l'ADN extrêmement varié. C'est l'ADN du e-commerce. Avec des croissances dingues. Parce que les produits n'ont rien à voir entre eux, parce que les marchés n'ont rien à voir entre eux, parce que les méthodes n'ont rien à voir entre elles. Donc c'est beaucoup plus diversifié que nos deux autres métiers. Mais alors comment vous faites? Si vous avez des clients aussi divers, aussi complexes, comment vous faites pour avoir un process homogène, standard? Parce que je sais qu'en logistique, c'est un métier difficile, où on ne gagne pas forcément beaucoup, mais je sais qu'on gagne bien sa vie lorsqu'on est particulièrement bien organisé, lorsqu'on a processé, automatisé. Si vos clients sont de tout genre, de tout type et évoluent régulièrement, comment est-ce que vous réussissez à les faire converger vers une même méthode, un même système? Est-ce que vous avez toujours les mêmes process, les mêmes systèmes d'information? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et justement, on n'essaye surtout pas d'imposer un modèle unique, puisqu'en général, les clients qui viennent nous voir en nous disant je peux pas m'adapter à ce que le marché me propose, je vais pas changer. Sur la croissance notamment, parce que ça peut être sur le système d'édition de leurs factures. Oui. Ça peut être sur le système de gestion des retours. Ça peut être sur la gestion des RMA, des Return Merchandise Authorization. Ça peut être sur les interfaces de commande en ligne. C'est vraiment divers et variés. Très varié. Vraiment des cas d'espèces très complexité particuliers. Sur le dernier kilomètre, sur le transport. N'en parlons pas. Ça c'est un vrai sujet, c'est un grand sujet. Bien sûr, chez nous, on a l'habitude de dire que le vrai travail commence une fois qu'on a fermé la porte du camion. C'est bien plus ce qui se passe après est bien plus compliqué que ce qui s'est passé avant. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous considérez comme un expert sur le transport ou? En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Je crois qu'on a été, on a maintenant 20 ans d'existence. On a été un des premiers à proposer à nos clients une traçabilité de bout en bout. Oui. On a évidemment commencé par faire un très gros travail d'interfaçage avec tous nos transporteurs, mais ça tout le monde le fait. Mais on a surtout créé nos propres algorithmes pour corriger les remontées de tracking des transporteurs qui ne sont pas toujours très fiables. D'accord. Et puis on a poussé le travail jusqu'au bout, jusqu'à arriver à la conclusion que l'automatisation et la mécanisation, ça ne peut pas tout faire, et que l'humain est aussi important. Et c'est la raison pour laquelle on a notre propre call center et on a nos opérateurs qui interviennent 3 à 4 000 fois par jour sur les commandes. Pour identifier les ratés de livraison, anticiper sur les problèmes d'adresse, réorganiser, prendre les rendez-vous pour les remises en livraison et surtout effondrer et essayer de réduire la trace carbone de nos clients. Je vais vous donner un exemple. Quand vous livrez un particulier, vous avez 30% de gens qui ne sont pas chez eux dans la journée. Donc vous avez inévitablement 30% des colis, malgré les systèmes de notification et autres, qui se retrouvent en instance dans un bureau de poste, dans un point relais, ou remis en livraison pour le lendemain. Bon, faites le calcul sur 700 ou 800 millions de colis e-commerce par an. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas transporteur. Bien sûr. Comment vous agissez? Je vais vous donner un exemple très simple.
nous nous sommes aperçus que dans à peu près un tiers des cas, les notifications de dépôt en point relais ou en bureau de poste ne parviennent pas au destinataire. Soit parce que le SMS n'a pas été lu, le numéro de téléphone n'était pas bon, etc., etc. Bon, je passe les détails. Le transport est un métier archi compliqué, donc loin de moi l'idée de blâmer nos prestataires transporteurs. Bon, nous, on marque à la culotte tous les colis qui sont identifiés comme en instance. On sait qu'on a devant nous une dizaine de jours d'instance gratuite. On laisse passer un nettoyage naturel de 5 jours et au bout de 5 jours, nous contactons tous les destinataires qui ne sont toujours pas allés chercher leur colis. Sur lesquels on a un statut improbable ou anormal. Et là, vous corrigez, vous remettez l'information à jour. Et ça nous permet de ne plus avoir d'instance, d'échec de livraison. Déjà, on en a un tiers qui nous disent « Ah bon, j'étais pas au courant ». Voilà, donc vous comblez les lacunes de vos partenaires. Exactement. Sur lesquels on n'a pas de perfection attendue. Et on incite donc les gens à aller chercher leur colis. Du coup, on réduit les retours, on réduit la trace carbone de nos clients et on augmente la satisfaction de leurs clients. D'accord, et ça, vos clients sont reconnaissants. Moi, je voudrais qu'on reste sur le sujet de l'externalisation. Il y a toujours eu une réflexion entre externaliser, internaliser. On est d'accord tous les deux pour dire que la grande majorité de l'activité du e-commerce aujourd'hui n'est pas externalisée, elle n'est pas chez les prestataires. Est-ce que demain, vers quoi est-ce qu'on se dirige ? En fait, c'est ça ma question. Est-ce qu'on va se diriger vers plus d'externalisation ou une forme de retour vers l'internalisation que chacun, avec son savoir-faire, va pouvoir acquérir et développer pour faire votre métier ? Quelle est votre perception par rapport à ça ? Est-ce qu'on se redirige vers de l'internalisation, de la reprise en main par les prestataires de leur activité stratégique, ou est-ce qu'on se dirige vers un transfert vers des grands professionnels comme vous et comme vos confrères ? Quelle tendance vous ressentez aujourd'hui ? Alors nous, on a une croyance. Je ne sais pas si elle est beaucoup partagée, mais nous, on est persuadés que l'externalisation va continuer de progresser, mais pas forcément pour les raisons auxquelles vous pensez. Nous, on est persuadés qu'il va y avoir une véritable explosion de l'économie du recyclage et il va y avoir également une véritable émergence des modes locatifs. Maintenant, on n'achète plus sa voiture, on la loue. D'accord. Donc, on va avoir en face de nous des web marchands qui vont être confrontés à des problématiques de retour, ça, ils y sont déjà confrontés, mais de recyclage, reconditionnement, je pense surtout dans des domaines comme l'électronique ou les objets connectés, et avec des problématiques de renvoi pour que les produits puissent avoir plusieurs vies chez plusieurs clients en mode locatif. Et quel rapport avec l'externalisation ? Le rapport avec l'externalisation, c'est que nous, on se prépare à ça. Nous, ça fait des années que nos actions sont tournées vers la maîtrise d'un certain nombre de technologies de recyclage. Donc, par exemple, nous avons nos propres bancs de test pour tester, reconditionner les équipements électroniques avant de les renvoyer. Nous savons également paramétrer et programmer un certain nombre d'objets connectés avant de les expédier pour qu'ils puissent répondre à un usage précis. Donc, nous sommes en train de créer une offre de service qui va permettre justement aux web marchands de profiter de l'ensemble de ces services. Et de répondre à cette nouvelle complexité. Et de répondre à cette complexité. Ma réponse, c'est en fait... Et pourquoi il y aura externalisation ? Tout simplement plus d'externalisation. Parce qu'il y aura convergence des logisticiens et des reverse logisticiens qui finiront par cohabiter sous le même toit. Et ce jour-là, de toute façon, les web marchands auront vraiment un vrai intérêt à externaliser. Donc vous pensez que c'est l'augmentation de la complexité qui va faire augmenter et accroître l'externalisation ? Oui, en partie. Notamment parce que les clients, la consommation qu'on vit tous les jours va être soumise à des règles et des normes qui vont nous demander de recycler, revoir les produits qu'on utilise, augmenter les échanges entre les produits neufs et les produits anciens. Exactement. Et ça, seuls des professionnels peuvent le faire. Et ça, ce sont des choses que vous ne pourrez plus faire dans votre propre petit entrepôt logistique. Enfin, c'est pas que vous ne pourrez pas le faire, vous n'aurez pas intérêt à le faire, c'est tout. Personne n'aura intérêt à le faire en dehors d'experts et de spécialistes qui ont que faire la logistique. Ok, très bien. Moi, je voulais vous remercier pour cette entrevue. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre accueil. Ça fait des années qu'on se croise sans trop vraiment se parler. Et moi, j'avais envie de mettre en avant votre savoir-faire. Merci Patrick Foyard pour cette entrevue. Merci Franck. Je vous souhaite un très très bon salon, en espérant que vous trouviez les contacts que vous cherchez. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci Franck.